C'est parti. Hop. Et donc bonjour à tous, je suis du coup Anthony Bled en deuxième année de thèse. Je suis encadré donc par Sonia Saïd à l'OFB, Catherine Collet à l'INRAE et Vincent Boulanger à l'ONF. Et je vais vous présenter aujourd'hui une étude sur laquelle j'ai travaillé, qui concerne donc la sélection de prairies intraforestières par le cerf et l'effet des températures en hiver sur cette sélection. Donc, hop là, si ça veut bien passer, voilà. Donc, les populations d'ongulés sauvages, depuis les dernières décennies, sont en augmentation, donc à la fois en expansion spatiale, en augmentation démographique dans la majeure partie des pays de l'hémisphère nord. Il en résulte une augmentation de la pression d'herbivorie qu'ils exercent sur la régénération forestière. Et donc, cela va altérer les services écosystémiques, la biodiversité, ainsi que les secteurs d'activité économique liés aux forêts, comme la sylviculture. Donc, pour les gestionnaires forestiers, diverses solutions sont mises en place afin de limiter cette pression d'herbivorie. On peut notamment noter les solutions basées sur la gestion des populations d'ongulés, donc notamment au travers de la chasse, ou encore l'utilisation de protection artificielle des plans d'intérêt sylvicole. Ce sont deux types de solutions qui sont efficaces, mais pas forcément suffisantes pour ce qui est de la chasse, ou encore trop coûteuses pour ce qui est des protections artificielles qui sont les plus efficaces utilisées actuellement, donc comme les enclos ou des gaines individuelles. Et donc dans cette étude, on s'est concentré sur un troisième type de solution, qui est l'aménagement du paysage, avec par exemple la création de zones d'alimentation qui ne seraient pas d'intérêt sylvicole pour pouvoir attirer les ongulés et concentrer la pression d'abrutissement. Donc l'efficacité de cette technique reste encore à déterminer. Donc le cerf-élaphe est une espèce d'ongulé sauvage qui est qualifié d'intermediate feeder, c'est-à-dire qu'il a un régime alimentaire très varié, mais principalement constitué de graminées. Globalement, dans une situation où il y a de la présence d'activité humaine, il va s'alimenter dans des zones ouvertes principalement de nuit et se reposer dans des zones fermées, donc avec un fort recouvrement de la canopée en journée. Donc des prairies sur deux sites forestiers, enfin sur nos deux sites d'études, les prairies intraforestières ont été mises en place afin d'augmenter la disponibilité de la végétation et d'attirer les cerfs. Sachant que d'après la littérature, la pression d'abrutissement à un endroit donné est dépendante de la fréquentation de cet endroit par les ongulés, on suppose que la mise en place de prairies va donc attirer les cerfs, comme sur le graphique de droite, et donc limiter la pression d'abrutissement sur les zones en régénération à proximité. Donc, on sait aussi que la végétation, la disponibilité de la végétation va varier en fonction des saisons, en fonction aussi des différents types d'habitats, donc comme c'est représenté par le graphique de gauche, où on a donc le logarithme de la biomasse sèche en fonction de l'été en vert, de l'hiver en bleu, pour différents types d'habitats. Et donc il y a une forte variation de cette disponibilité de la végétation pour les cerfs dans les habitats ouverts. Donc les cut blocks, c'est des zones d'abattage, et les pastures, c'est des prairies, typiquement. Cette variation de la disponibilité de la végétation va amener à des variations pour le cerf, à la fois de son régime alimentaire, il va intégrer par exemple plus de conifères en hiver qui sont plus disponibles, mais aussi de sa sélection d'habitat. Également, avec le contexte actuel de changement climatique, l'augmentation des températures en hiver va amener à un décalage temporel de la reprise de la végétation, donc qui sera fait plutôt au cours de l'année, ce qui a tendance à augmenter la disponibilité de la végétation à cette période, notamment pour les espèces décidues. Et donc ça peut affecter l'attractivité des prairies qui ont été mises en place en forêt vis-à-vis du cerf, dans des proportions encore qu'on ne connaît pas encore. Donc c'est pourquoi, dans cette étude, on s'est intéressé à si les prairies mises en place en forêt permettent d'attirer les cerfs, et on formule trois hypothèses. La première est que la sélection des prairies pour le cerf va varier en fonction de la période de la journée,
sachant que le cerf s'alimente dans des zones ouvertes principalement de nuit. La deuxième hypothèse est que la sélection des prairies va varier au cours des saisons, sachant que à la fois son régime alimentaire, sa sélection d'habitat et la disponibilité de la végétation varient en fonction des saisons. Et une troisième hypothèse est que la sélection des prairies va augmenter avec les températures hivernales, sachant que des hivers plus chauds amènent à des reprises de la végétation plus tôt. Donc pour ça, on dispose de deux sites d'études avec globalement une faible végétation en sous-bois. Donc le premier, c'est la forêt de Saint-Michel-Frère, où 51 prairies ont été créées avant les suivis GPS, donc ce qui représente un total de 40 hectares. Et le deuxième site, qui est la réserve nationale de chasse et de faune sauvage de la Petite Pierre, donc un territoire de l'OFB, où 53 prairies ont été créées pour une surface à peu près de 32 hectares. Aussi, sur ces deux sites, l'abondance de cerfs va varier au fil des ans. Donc là est représenté l'indice nocturne, donc qui est un proxy de l'évolution interannuelle de cette abondance. On ne connaît pas l'abondance exacte de cerfs sur le site d'étude, mais au moins on a son évolution dans le temps. Et au total, donc 126 femelles, donc 126 biches, ont été suivies à l'aide de collets GPS annuellement. Enfin, c'est pas 126 biches qui ont été suivies tous les ans, c'est au total, on a 126 individus qui ont été suivis pendant des périodes d'un an. Sur le site français, on a donc 90 individus, et sur le site belge, on en a 36. Également, les températures hivernales sur les deux sites d'études ont tendance à augmenter au fil des ans. Donc, afin d'estimer la sélection des prairies, on s'est basé sur la méthode du selection ratio, qui va donc comparer l'utilisation des prairies par rapport à leur disponibilité. L'utilisation des prairies correspond au nombre de localisations d'une biche dans ces prairies par rapport aux localisations dans son domaine vital. Un domaine vital, c'est une surface où l'individu va pouvoir effectuer l'ensemble de ses activités au long de sa vie. Et la disponibilité des prairies va être donc la surface de ces prairies par rapport à la surface de ce domaine vital. Un domaine vital qui a été estimé à l'aide de la méthode du minimum convexe polygone, donc qui est le polygone le plus petit englobant l'ensemble des localisations d'un individu. Donc, ce ratio de sélection, ici, a représenté donc le logarithme de ce ratio en fonction de la période de la journée, donc de jour comme de nuit, et des saisons. Donc, un logarithme de ce ratio de sélection supérieur à 0 va indiquer que les cerfs effectivement sélectionnent les prairies. S'il est inférieur à 0, ça veut dire qu'ils vont les éviter. Et donc, globalement, ce que l'on peut voir nous pouvons valider donc notre première hypothèse partiellement, et que la sélection varie pour les prairies varie en fonction de la période de la journée, avec globalement sur les deux sites d'études une attractivité des prairies pendant la nuit. La deuxième hypothèse aussi est validée. On a une sélection pour les prairies qui va varier en fonction des saisons, avec globalement une plus faible attractivité des prairies dans la période hivernale. Et enfin, nous avons également montré que justement, ce ratio de sélection va augmenter avec l'augmentation des températures hivernales, et ce, sur nos deux sites d'études. Donc, pour rappel, on a des jeux de données qui sont de l'ordre, enfin, on dispose de grands jeux de données, donc qui s'étalent notamment pour le site français sur 20 ans, ce qui nous permet de pouvoir mettre en évidence cette interaction. Donc, nous avons montré que les prairies forestières permettent d'attirer les cerfs, notamment pendant la nuit. Il correspond à la phase à une période d'alimentation pour eux.
que l'attractivité des prairies est plus faible en hiver, mais qu'elle va augmenter avec les températures à cette saison, du fait qui peut être expliqué par une reprise plus tôt de la végétation et une disponibilité plus élevée en ressources alimentaires. Et donc, dans un contexte de changement climatique, les prairies, la mise en place de prairies en forêt semble être de plus en plus intéressant afin de fournir aux cerfs une ressource alimentaire alternative. Mais il reste à savoir si la mise en place de ces prairies permet effectivement de limiter la pression d'herbivorie sur les espèces ligneuses et semi-ligneuses en sous-bois. Voilà. Merci pour votre attention. Je ne sais pas combien de temps devait faire la présentation, j'avoue, mais on peut en discuter, il y a pas de souci. Bah, c'est parfait. Ça laisse du temps pour les questions, justement. Merci. Il y en a qui arrivent un peu après la bataille. Est-ce que vous avez des questions pour Anthony? Oui, moi j'aurais une question, c'est Marie-Noël. Mhm, Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a moyen de voir si il y a aussi un changement qui pourrait être dû, alors après je suis pas trop bien au courant de la physiologie des cerfs, mais par rapport, par exemple, avec la gestation, la reproduction, des choses comme ça. ouais, alors justement, c'était pour ça qu'on avait découpé nos saisons de cette manière-là. Donc, on sépare le début du temps de la fin du printemps, parce que globalement, début mai va être les périodes de mise bas des cerfs. Et donc, le début de printemps, c'est jusque fin avril, et la fin de printemps, c'est mai-juin. Donc, on a essayé de tenir compte de cet effet dans notre analyse, pardon. Merci. Pas de souci. Mathias? Oui, merci Anthony. Je me demandais pour la chasse, tu as dit c'est efficace, mais ça coûte beaucoup. Je sais en Allemagne, en fait, les chasseurs, ils alimentent les cerfs pendant l'hiver Mhm. pour avoir plein de choses pour chasser l'année prochaine. Alors je Ouais. demande, est-ce que c'est pas plus efficace on interdit juste de les alimenter et comme ça on a moins de cerfs? Euh, Désolé, j'ai pas bien compris le sens de la question. En Est-ce fait, que on m'a dit ouais, que en fait, les cerfs, ils meurent aussi pendant l'hiver parce qu'ils ouais, ne trouvent pas trop à manger. Alors, et ça mhm, réglerait aussi le nombre de cerfs, tu aurais moins de cerfs. Mais les chasseurs, mhm, ils donnent quelque chose à manger aux cerfs pendant ouais, l'hiver. Ils vendent des tas de choses dans les forêts pour qu'ils aient des ouais, cerfs effectivement. l'année prochaine. Alors, en fait, si je les laisse mourir naturellement, c'est pas un moyen de baisser le nombre. Ah oui, oui, effectivement. Bah, alors, ça va dépendre beaucoup du milieu dans lequel tu te trouves. Donc effectivement, dans des milieux pauvres, je pense que le fait de faire du nourrissage de cerfs sur des points à des endroits bien spécifiques, ça va à la fois aider les cerfs, entretenir leur population et permettre aux chasseurs potentiellement de tirer plus facilement à ces endroits. Mais dans des milieux qui sont riches et où il n'y a pas ce genre de pratique, il y a également aussi des fortes populations de cerfs. Donc je pense que ça dépend beaucoup de l'endroit dans lequel on se trouve. Ouais. En complément, là, Mathias, en France, effectivement, le nourrissage et l'agrainage sont très, très contrôlés normalement. Et on sait très Mhm. bien que les doses qui sont fournies ne sont pas du tout celles qui sont normalement déclarées. Et c'est effectivement un gros problème, hein. L'agrainage, il a plusieurs fonctions, hein. C'est à la fois nourrir les populations, mais aussi les éloigner de l'agriculture, les ramener en forêt. Et on nourrit artificiellement comme ça les ongulés par ces méthodes-là. De façon Alors, qui n'est je, pas, qui n'est je pas... vais, Je vais laisser Sonia parler, elle saura mieux que moi. ouais, je vais compléter. En fait, c'est deux systèmes de chasse qui sont totalement différents entre l'Allemagne et la France. Donc, en France, l'agrainage qui existe, c'est de l'agrainage dissuasif et c'est essentiellement pour les sangliers, c'est pas du tout pour les cervidés. En Allemagne, le système, c'est rassembler en fait les cervidés justement parce que pour essayer de les rassembler pour éviter les dégâts. C'est ce qu'ils font en fait dans les différents en Allemagne. C'est vraiment le système là et ils font du nourrissage.
En France, c'est strictement interdit le nourrissage. Alors, dans les grandes chasses d'État, c'est autorisé le nourrissage, mais à la Petite Pierre, c'est pas fait. Et dans la forêt de Saint-Hubert, en Belgique non plus, c'est pas fait. Mhm. Et, Ouais. pour compléter ça, la période effectivement critique pour le cerf, autant pour le chevreuil, la période critique de survie des adultes, c'est l'été et des jeunes, c'est l'été, autant pour les cerfs, c'est l'hiver. Et le fait de ne pas les nourrir permet aux femelles d'être un peu moins grosses et réduire en fait la possibilité qu'elles puissent élever les jeunes. Donc réduire la population de façon complètement indirecte, hein. C'est pas du tout du direct. C'est vraiment de façon indirecte parce que la condition physique de la femelle est moins bonne, etc. Ce système-là n'est pas du tout utilisé en Allemagne, hein. Mais en France, on part du principe qu'il faut qu'ils s'en sortent tout seuls et il faut pas les nourrir. Et l'agrainage, c'est vraiment de l'agrainage dissuasif pour que les animaux restent en forêt. Mais surtout, c'est surtout pour le sanglier, pour qu'il n'y ait pas de dégâts agricoles et parce que ça coûte super cher. Et autant les dégâts en forêt sont pas payés, autant les dégâts agricoles sont payés par les fédérations des chasseurs et les chasseurs n'ont pas envie de payer les dégâts agricoles. Voilà, c'est vraiment deux systèmes de chasse qui sont totalement différents. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Si en Allemagne, ils rassemblaient pas les animaux, ils les nourrissaient pas, la population diminuerait plus. Mais après, il y a d'autres modes de chasse qui sont utilisés en Allemagne, c'est-à-dire faire des, comment ça s'appelle, j'oublie toujours le nom, un nom, counter, un truc comme ça, counter. En fait, des grandes prairies où on met on chasse sur la prairie où c'est très visible, etc., etc. On rassemble les animaux pour pouvoir les chasser sur place. En France, ça se fait de plus en plus sur le système allemand, mais c'est pas une pratique très courante. Ça se fait beaucoup dans le Grand Est, mais dans le reste de la France, c'est essentiellement débattu. C'est vraiment des façons de faire autres. Excuse-moi, Anthony, de t'avoir Il n'y a interrompu. pas de souci, là. Merci. Non, c'est super intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Oui, Nathan? Oui, moi j'avais une question. Merci pour ton exposé, Anthony, c'était super Mhm. intéressant. Justement, sur la slide que tu projettes en ce moment, Oui. on voit une différence entre la Belgique et la France. Et du coup, je voulais savoir comment tu peux expliquer la différence entre les deux pays. Est-ce que c'est lié à la surface de prairie ou à d'autres choses? Ouais. Alors, comme les surfaces de prairie entre les deux sites, elles étaient à peu près équivalentes, je pense pas que ça vienne de là. Effectivement, on a une différence, c'est assez surprenant. Je pensais pas en avoir à la base, mais on sait que, du coup, d'après la littérature, quand il y a de la présence d'activité humaine, ils vont de jour, ils vont essayer de se cacher dans des zones plus fermées, et donc éviter les zones ouvertes comme les prairies. Tandis que lorsqu'il y a très peu, voire pas d'activité humaine, ça va pas les déranger. Ils vont autant utiliser les zones ouvertes de jour comme de nuit. Donc peut-être que c'est justement une différence en termes de gestion, de présence de tourisme ou de choses comme ça. Ok, d'accord. Parce que du coup, le site en France, c'est près de la Petite Pierre, donc ouais, il y a peut-être plus de randonneurs. Enfin, je sais pas, je connais Peut-être, pas le ouais. site en Belgique. Ouais, Ok, d'accord, super. Merci. pas de souci. Moi, j'avais une question. Pardon. J'avais une question par rapport. Donc, c'est Dorine. Désolée pour le Mhm. Larsen. Merci, Anthony, pour ton exposé. Pourquoi ne suivre que les femelles? Il y a une idée derrière ça? Est-ce que c'est équivalent entre femelles, mâles, etc., les Alors, comportements? ouais, alors justement, les mâles vont avoir un domaine vital beaucoup plus grand et ils vont tendance à pas forcément rester sur la zone, tandis que les femelles, les filles vont avoir un domaine vital, enfin, vont s'organiser autour de la mère. Elles vont rester toujours à peu près dans le même périmètre. Et également aussi, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, c'est quand même, disons que c'est plus simple de capturer et pouvoir mettre des colliers sur des femelles et pouvoir récupérer les colliers après. Parce qu'en fait,
C'est donc des colliers qui vont durer 1 an. Au bout d'un an, ils vont lâcher et il va falloir aller récupérer ce collier-là. Voilà. Après, euh, on a certains mâles qui sont suivis à l'aide de données GPS, mais c'est beaucoup moins. D'accord, merci. D'autres questions? Bon, bah, si tout le monde s'est exprimé, je propose qu'on en reste là. Merci beaucoup, Anthony. Pas de souci. Merci à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine. C'est Alice Roy, là, qui est doctorante à Ecosilva, qui nous présentera ses travaux. Bon après-midi. Bon après-midi, au revoir. Au Bon revoir, après-midi. bon après-midi. Au revoir. Au revoir, merci. Salut. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.